Oui, bonsoir, docteur Catherine Corbat, c'est Lou de la chaîne Lou Divergent, vous allez bien, pardon? Oui, je vais bien, oui, merci. Voilà, donc mon nom c'est Corbat Bouzguen en fait, hein. D'accord. Alors, Docteur Corbat Bouzguen. J'insiste parce que mon Bouzguen, c'est mon nom de jeune fille et c'était le nom de mon père. Donc il y a une filiation de médecin dans la famille. d'accord. Je vous préviens que j'enregistre cet entretien pour pouvoir le diffuser sur la chaîne derrière, vous êtes d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, C'est un témoignage, hein, il n'y a pas de problème. d'accord. Bah, la première question, la première chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire depuis combien de temps vous exercez la médecine et votre parcours de médecin jusque-là? Oui, alors, donc je suis dans ma 62e année. Je suis médecin du travail depuis 20 ans. Je me suis réorientée donc quand j'avais une quarantaine d'années, après avoir fait de la médecine générale et de la pédiatrie. D'accord, Donc j'ai un parcours assez, on va dire, éclectique, varié. Bon, j'ai fait pas mal de choses. Après, comment dire, je suis médecin par vocation, c'est-à-dire c'est vraiment un choix que j'ai fait quand j'avais 18 ans et j'ai voulu absolument être médecin. Donc c'est quelque chose que je ressens au niveau de mon expérience et j'ai le retour des malades. Hein, je dois dire, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai comment dire un aspect bienveillant, de bon sens, parce qu'en médecine il faut beaucoup de bon sens. C'est pas une science exacte, hein, on le sait. Et donc voilà, donc ça se passe très bien jusqu'à l'année 2020. d'accord. Depuis cette contamination Covid-19. Voilà, jusqu'à cette crise sanitaire qui a mis un petit peu sans dessus dessous beaucoup de choses. D'accord. Vos conditions d'exercice, elles ont changé depuis le début de la contamination et surtout depuis le début du confinement? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi je suis donc médecin salarié, je travaille dans une association loi 1901. Il y a eu des directives qui sont tombées directement de la direction du travail qui dépend du ministère du Travail.
Donc, ils nous ont demandé expressément de prendre un tas de mesures de précaution, etc. Alors, tout irait bien jusque-là, parce que bon, pourquoi pas, hein, une maladie inconnue, on avait juste un petit peu de recul vis-à-vis de la Chine, mais c'était pas très vieux, hein, ça datait de 2 mois, parce que l'épidémie avait démarré en Chine en décembre 2019. Mhm. Donc moi, je m'étais intéressée dès le début, hein, en fait, j'essayais de suivre des informations à ce sujet, donc j'étais un petit peu au courant, et je savais que ça allait forcément arriver ici, vu la façon dont ça a été géré aussi, hein, donc tout le monde le sait. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été extrêmement brutal, en fait, hein. Voilà, donc nous, on a dû fermer du jour au lendemain le service. D'accord. Ah, avec donc pendant 15 jours, un roulement des médecins pour assurer une certaine continuité. Donc on allait tous les 15 jours au bureau en fait pour assurer une certaine continuité. Puis ensuite, en avril, on a commencé à revenir dans le service et là à prendre des personnes par téléphone, de téléphoner, c'est de voilà, d'avoir une présence en fait, hein, mais toujours à distance, par téléphone, en D'accord. téléconsultation en fait. Pendant la période de confinement, vous avez assuré une permanence, mais vous n'avez pas vu de patient. Non, non, enfin, sauf exception, hein, sauf exception, parce que les procédures étaient tellement rédhibitoires, on va dire, c'est-à-dire que en gros, si on faisait venir des patients, c'était un risque et péril, c'était la peste noire, quoi. D'accord, il y avait un protocole assez lourd au niveau. Un protocole lourd, un protocole très lourd et énormément de procédures qui tombaient chaque jour par mail, hein, parce que vous savez maintenant tout se fait par numérique, et à un point où moi, j'hallucinais, quoi. C'est-à-dire, j'ai été, pour vous dire, une petite anecdote vite fait, parce que je veux pas que ça prenne trop de temps, mais j'ai dû éliminer pratiquement tous mes courriels des années précédentes, parce que je gardais des courriels dans ma boîte mail sur des situations, ou même des informations, des choses, etc. J'ai dû effacer, parce que ma boîte n'arrivait plus à assimiler la quantité d'informations qui venaient par rapport au Covid. Ces informations qui vous venaient des autorités sanitaires du Des gouvernement. autorités sanitaires, des autorités de santé et donc HSS et direction du travail. Et ma direction, bon, je jette pas la pierre à ma direction parce qu'ils ont géré comme ils ont pu, hein, voilà, hein. Eux, c'est une direction administrative, ce ne sont pas des médecins. Nous, les médecins, ça nous est tombé dessus. On a géré comme on a pu, mais ça a été extrêmement difficile. C'était très, très, très brutal et très dur. Parce qu'en même temps, on n'avait plus de contact avec nos salariés malades. Les gens étaient confinés chez eux, donc on ne savait pas trop ce qu'ils venaient. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand on est médecin du travail, on convoque régulièrement des malades, parce qu'on suit essentiellement les malades maintenant, nous les médecins, parce qu'en fait, les consultations périodiques sont assurées par des infirmières, du fait du manque de médecins actuellement par rapport à il y a 10 ans, 10 ou 20 ans, quand j'ai commencé moi. Et donc aujourd'hui, on ne suit que des malades quand on est médecin du travail. Donc les malades, ils étaient dans la nature. D'accord. Parce qu'ils étaient confinés chez eux. D'accord. Et vous pouviez les suivre que par téléphone, en fait. Eh bien, on ne pouvait pas les suivre, quasiment, puisqu'ils étaient confinés chez eux. Moi, je vous parle de la période du confinement. D'accord. Voilà. Donc la période du confinement, on était coupés des malades. Donc on faisait un travail essentiellement d'information vis-à-vis des entreprises. Il y avait quelques entreprises qui restaient ouvertes, comme vous savez, les entreprises d'alimentation, les entreprises donc essentielles, là, de transport, Oui. etc. Oui. Et donc il y avait très peu de salariés qui étaient en activité. Hein. D'accord. Voilà. Et donc pendant la période de confinement, vous n'avez pas pu suivre vos patients, mais est-ce que, alors c'est des patients vous que vous suiviez qui avaient déjà des pathologies et vous les suivez par rapport à ça, mais est-ce que vous avez vu beaucoup de patients atteints du Covid-19 pendant la période du confinement et ensuite? Non, Vous en avez pas eu non. beaucoup? Vous en avez eu un peu au moins ou J'en ai eu un petit peu, mais très peu, hein, pas plus qu'une grippe. pas plus qu'une grippe? D'accord. Pas plus que la grippe des autres années. Est-ce que par rapport à ça, vous avez l'impression que les autorités sanitaires, que le corps médiatique et politique, ils en ont fait un petit peu trop par rapport à cette contamination?
Bah, moi, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il y a eu un emballement dès le départ. J'étais extrêmement surprise de voir toute cette tout ce qui nous est tombé dessus là, au niveau sanitaire. J'étais très très étonnée. Donc, honnêtement, je me suis posé des questions. Et dès le départ, je pensais que c'était exagéré. Ça, c'est mon côté intuitif. Et puis mon expérience. Enfin, ça fait 40 ans que je fais ça. Donc j'étais très très étonnée. Je regardais la télé un peu comme tout le monde les 2 premières semaines, on va dire, hein, la fin mars jusqu'à. Et à un moment donné, j'ai éteint la télé. J'ai dit là, ils sont en train de nous mettre une ambiance mortifère, ça suffit. Parce que là, c'était on comptait le nombre de morts. Enfin voilà quoi. Enfin une peur. On a instillé la peur chez les Français. Hein, alors qu'il ne faut jamais prendre la maladie sur ce versant-là. Quand les gens sont malades, il faut tout faire pour les rassurer. Ça, c'est le b.a.-ba en médecine. D'accord. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu plus de morts, par exemple, que de morts de la grippe les années précédentes? Non, pas du tout. Mais je crois que les chiffres ont été, sont sortis. Hein. Il y a eu dans les 25 000 morts, ce qui veut dire l'équivalent de la grippe l'année précédente. Sans compter que, je crois que depuis le mois de mars, ou en tout cas depuis le début de l'année 2020, il y avait plus de morts de grippe comptabilisées. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu la grippe en 2009, quand il y a eu le H1N1. J'ai eu la grippe parce que j'étais remontée sur Paris et donc j'étais fatiguée, déménagement fatiguée, etc. Je venais du sud, hein. Donc changement de climat, je me suis chopé la grippe. J'étais malade. J'aurais eu une insuffisance respiratoire chronique, comment on appelle ça, une cardiopathie, une insuffisance rénale ou autre. Je serais peut-être passée. Bon, et alors, c'est la grippe. Et vous n'avez pas l'impression que le Covid-19 a été plus virulent qu'une grippe? Non. Et Après, il faut demander aux médecins réanimateurs dans les hôpitaux. Mais bon, moi j'ai un frère qui est PUPH à Paris. Il a eu très peur au début, mais après, il m'a pas spécialement fait écho d'une situation tragique. D'accord. Donc pendant le confinement, vous ne pouviez pas voir vos patients. Donc ça, c'est normal que vous ne voyez pas de patients. Mais après le confinement, vous n'avez pas eu depuis là, on va dire, allons jusque mi-mai. Depuis la mi-mai, vous n'avez pas eu de nouveaux patients Covid-19. Vous n'avez pas constaté une recrudescence des contaminés depuis? Non, pas du tout. D'accord. J'en ai eu quelques-uns par témoignage, puisque évidemment j'ai repris contact avec mes patients à partir du déconfinement, on va dire. Et j'ai eu quelques cas quelques témoignages de personnes qui ont eu le Covid ou des personnes qui connaissaient quelqu'un qui avait le Covid. Par exemple, une petite, juste au passage, une personne qui s'est retrouvée dans une clinique ici à Nice. Très bien prise en charge, pas de souci. Elle avait un Covid, elle avait un scanner pulmonaire qui témoignait effectivement d'un Covid, mais le test était négatif. Quand je dis que les tests ne sont pas fiables, ils ne sont pas fiables, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. On va y venir au test. Avant, je vais vous poser une autre question. Que pensez-vous de la gestion du port du masque, donc pendant le confinement, et ensuite, maintenant, à présent que les masques sont devenus obligatoires? Alors, la gestion du port du masque pendant le confinement. Pendant le confinement, on partait sur une variable à une inconnue qui est le coronavirus, le SARS-2. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment un virus? Est-ce que c'est une bactérie? Je vous dis au passage que il y a des youtubeurs qui ont fait relais de possibles contaminations bactériennes. C'est des Italiens qui ont fait, des médecins italiens qui ont fait le relais de cette information. Donc là-dessus, ça n'a pas été tellement poussé. Voilà, c'est quand même une question qui a été soulevée par des médecins italiens, c'est-à-dire des médecins qui avaient accès aux malades à l'hôpital, voire aux malades décédés, puisque c'était suite à des autopsies.
Alors je me rappelle au passage que l'OMS avait interdit, je ne sais pas comment l'OMS peut interdire, mais bon, bref, admettons, il y a beaucoup de choses pendant cette période, cette crise sanitaire, avait interdit les autopsies des malades. Hein. Oui, oui, ça c'est au courant. Donc les Italiens avaient soulevé cette question. Alors, pour vous dire que la question des masques, pour répondre à votre question, la question des masques, elle était intéressante au début de l'épidémie, qui n'est pas une pandémie en fait, hein, parce que c'est une question de la pandémie, c'est pas une histoire de une épidémie qui se répand dans le monde. Ça, tous les ans, il y a une grippe qui se répand dans le monde. Ok? La pandémie, c'est une question de niveau d'infestation. Donc là, on n'est pas dans une pandémie, on est dans une épidémie. Alors, ça serait bien que les épidémiologistes remettent les choses à plat, hein, par rapport à ça. Donc, pour revenir sur la question des masques, au début, on ne savait pas trop où on allait. Donc, la question des masques, c'était, oui, c'est empirique. On met un masque parce qu'on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Donc, la preuve, c'est qu'à un moment donné, il y a des médecins italiens au mois de mai qui ont posé la question, est-ce que c'est une bactérie qui infecte? Donc, effectivement, oui, pourquoi pas le masque à un moment donné au début d'une épidémie. Au moment où il aurait été efficace de le porter, c'est au début de l'épidémie. Tout à fait, puisqu'il y avait une épidémie. Donc là, au moment même où nous n'avions pas de masque et où il a été interdit d'en vendre en pharmacie, on est d'accord? Oui, alors il a été interdit d'en vendre en pharmacie. Moi, je le sais parce qu'en fait, ça a même été interdit très tôt, puisqu'en fait, moi, j'étais au mois de janvier, j'avais besoin de masques pas par rapport au Covid-19. Donc, personnellement, j'avais envie d'avoir des masques chez moi, des petits masques chirurgicaux, voilà, pour faire le ménage, voilà, je trouvais que c'était pas mal. Le temps, justement, de passer la serpillière pendant une heure. Mais, je suis allée en pharmacie au mois de janvier. Au mois de janvier, il n'y avait pas de masque. Le pharmacien m'a répondu, madame, nous ne pouvons vous vendre de masques. On a été réquisitionné par le gouvernement. On a dit l'État français. D'accord. Bon, j'étais un peu étonnée. D'accord. Donc, au moment où on aurait pu avoir besoin de masques, en tout cas, ça aurait pu être utile, on n'en avait pas. Et nous, en tant que médecins, on nous demandait d'aller à la pharmacie, il fallait montrer patte blanche, il fallait montrer sa carte professionnelle pour pouvoir avoir, je crois que c'était 10 masques par semaine, c'était au mois d'avril. Et à présent que nous avons l'impression d'être, si on s'extirpe du discours médiatique qui explique que nous sommes dans une phase ascendante de la contamination et qu'on s'en tient aux chiffres, est-ce que vous pensez qu'actuellement, en plein été, pour un virus respiratoire, là, c'est judicieux de porter un masque? Alors, moi, par rapport au discours médiatique, j'ai mis beaucoup de réserves. Parce que je vous dis, j'ai éteint ma télé au bout de 15 jours. D'accord. Voilà. Donc, ça veut tout dire. Et donc, je me suis dit, l'information, il faut que j'aille la chercher ailleurs. Donc, la contamination sur phase ascendante, j'attends qu'on me prouve. Mais là, actuellement, est-ce que le port du masque ne se montrerait pas? Actuellement, je n'ai pas de malade. Donc, il n'y a pas de raison de porter un masque, normalement. Donc, moi, je suis sortie de là, j'ai pris quelques congés, hein, parce que une année quand même un petit peu rocambolesque. Donc là, depuis fin de semaine dernière, je n'avais pas de malade. J'ai juste eu un monsieur qui m'a dit, un de mes salariés qui m'a dit, j'ai mon fils qui a eu le Covid. Ah, je lui ai dit, quel âge il a votre fils? Je lui ai eu au téléphone, hein, parce qu'on ne reçoit pas en présentiel, téléconsultation. Il me dit 8 ans. Je lui ai dit, ah bon? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait comme signe? Ah, il avait de la diarrhée. Ah, d'accord. Et vous êtes sûr que c'est le Covid? Ah oui, c'est le Covid. Il a eu un test, il a fait un test, c'était positif. Alors, premièrement, les tests ne sont pas fiables. Deuxièmement, une diarrhée chez un gamin, excusez-moi, ça peut être tout n'importe quoi. Hein, ça peut être une glace qui était un peu, bon, voilà, il y avait un peu de staphylococcus, bref, un petit peu de diarrhée, un petit peu d'infection digestive, ça peut être une gastroentérite virale, etc. Voilà. C'est pas tellement un symptôme de la Covid-19, la diarrhée en enfant. Non, mais ça a été étiqueté Covid-19. Donc, beaucoup de malades ont été étiquetés Covid-19 pendant toute la période de confinement. Alors, si ça se trouve, les 25 000 morts
Ils ne sont, alors, attention, parce qu'il y a des langues qui se sont déliées. En Italie, au Canada, je ne sais plus dans quel autre pays, en Allemagne, des personnalités de haut rang, hein, ministère de la Santé publique en Italie, en Allemagne, vous devez être au courant. Hein, Oui, je suis au courant de tout ça. Bon, ils ont dénoncé, et récemment au Canada, ils ont été obligés d'avouer que 90% des morts Covid n'étaient pas morts du Covid. 90%, d'accord. Et alors, Ouais. juste pour en finir avec le masque, est-ce que pour vous, actuellement, de porter le masque là, en plein été, alors qu'il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus de véracité de la contamination, et est-ce que c'est dangereux de porter le masque là en plein été, et est-ce que ça pourrait pas se montrer contre-productif, c'est-à-dire s'il resterait encore un petit peu du virus dans la nature, est-ce que ça ne servirait pas plutôt à le propager qu'à s'en protéger? Alors tout à fait, pour moi c'est exactement ça, c'est le terme, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de porter un masque, ça, on est en été. Donc déjà en été, on a du mal enfin, on est un peu plus essoufflé parce que il fait chaud, donc le corps doit lutter pour réguler la température du corps extérieur par rapport à l'extérieur, donc c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Donc, on doit, comment dire, déjà le corps, il est en état d'avoir des défenses immunitaires importantes, comme en plein hiver. Hein. Ça, on le sait. Donc, du fait de la thermorégulation, qui demande une énergie importante au corps pour garder sa température à 37 degrés. Donc, le problème, c'est qu'en mettant un masque, en plein été, on abaisse son immunité. Pourquoi? Parce que déjà, on diminue la quantité d'oxygène qu'on absorbe. Forcément, on a un genre de ballon devant la bouche. Même si ça filtre, même si l'air il passe moins bien. Ouais. Donc, on a une hypoxie, qui n'est pas forcément énorme, mais une hypoxie légère, voire modérée, ça dépend de l'état de santé des gens, chronique. Cette hypoxie engendre ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Pourquoi? Parce que l'hypoxie fait qu'on n'arrive pas à bien expulser le gaz carbonique depuis l'appareil respiratoire. Donc, les pressions, ce qu'on appelle les pressions partielles d'oxygène, c'est un peu technique, je suis désolée, mais c'est important de donner non, mais c'est très bien. Parce qu'on demande la science. Donc, il faut donner des arguments scientifiques. Donc, quand on est en hypoxie, on est quasiment en hypercapnie, c'est-à-dire qu'on n'absorbe pas assez d'oxygène et on ne rejette pas assez de gaz carbonique. Puisqu'en fait, l'appareil respiratoire, c'est les échanges gazeux. Donc, on doit expirer le gaz carbonique, le rejeter, celui qui a été fabriqué dans le corps, par la combustion des carbones qu'on ingère à travers une matière organique, l'alimentation. Donc, on doit expulser le gaz carbonique sous forme de gaz, PCO2, et on doit absorber l'oxygène sous forme de PO2, et ça va se fixer dans les globules rouges. Et si on n'arrive pas bien à absorber l'oxygène, on a donc le gaz carbonique, lui, est rejeté, mais en plus, comme il n'est pas rejeté vraiment vers l'extérieur, il reste confiné dans le masque, donc on en réabsorbe forcément. On réabsorbe forcément du CO2. Et il y a, normalement, si je me trompe pas, il y a pour que ces masques soient efficaces, il y a un protocole pour les porter, c'est-à-dire normalement on doit les toucher qu'une fois en les mettant. Alors il y a deux choses. Il y a donc ce que je viens de vous citer là, le gaz carbonique et l'oxygène, ce qu'on appelle les échanges gazeux. D'accord. Voilà. Donc ça c'est vital parce que l'oxygène c'est le carburant et c'est ce qui nous maintient en vie. Ok? Oui. Quand on n'a pas assez d'oxygène dans le sang, l'organisme se met en acidose respiratoire. Il est en acidose respiratoire, donc il doit lutter contre cette acidose respiratoire. Il est déjà malade. Pour ainsi dire, l'acidose respiratoire, c'est, imaginez, chez vous, il y a une explosion. Vous avez
enfin, je ne vais pas parler de ça, mais voilà, vous avez du mal à prendre de l'oxygène. Et ben, qu'est-ce qui va vous rendre le plus malade? C'est le fait de ne pas pouvoir prendre l'oxygène et de pas pouvoir et de garder votre gaz carbonique à l'intérieur. Parce que c'est des échanges. L'oxygène sort, le gaz carbonique sort, l'oxygène rentre. C'est des échanges. C'est une place, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Mais à force de respirer justement avec le masque, est-ce qu'on n'agglomère pas sur le masque des bactéries, des potentiels virus, et ensuite de le toucher avec les doigts, puis par exemple, on voit beaucoup de gens qui le baissent, le mettent autour du cou, puis le retouchent avec les doigts, le remettent sur le nez, et comment ça? Est-ce qu'on n'augmente pas justement le risque de se contaminer avec des masques qui sont mal utilisés? Bien sûr, puisque en fait, le fait que le masque, ça devient un bouillon de culture, surtout en plein été, je vous dis pas. Entre les staphylocoques, parce qu'on a un tas de germes, ce qu'on appelle des germes conventionnels, qui sont sur la bouche, dans la sphère pharyngée, dans le nez. Donc, si ces germes-là ne sortent pas, puisqu'ils sont confinés, on va dire, vous voyez le terme de confiné dans le masque à ce moment-là, et ben ils se multiplient. Et ça fait un bouillon de culture, ce qu'on appelle un bouillon de culture. D'accord. Donc on va. Je connais une personne qui a attrapé une staphylococcus de la face comme ça, en force de porter le masque. Là récemment. Elle ne portait pas énormément, elle portait 3-4 heures par jour. Là récemment? Oui. D'accord. Donc on va en venir à ces fameux tests PCR. Qu'est-ce que vous pensez de ces tests? Est-ce que bah voilà. Alors juste pour ponctuer le masque, le problème du masque, il y a 3 problèmes. Il y a le problème de la baisse donc de l'hypoxie, hein, donc vous avez bien compris. On ne respire pas assez d'oxygène, on n'expire pas assez de gaz carbonique. Le deuxième problème, c'est la contamination des masques par des microbes. Voilà. Moi, j'ai dû porter un peu le masque une fois pour aller chercher une course au boulot. Sinon, je ne pouvais pas faire ma course, j'étais bien obligée, et je ne pouvais pas faire livrer. J'avais mal à la gorge dans les heures qui ont suivi. Parce que pourquoi? Parce que votre streptocoque, qui doit normalement sortir de votre gorge et de votre sphère pharyngée, de la bouche, etc., il reste dans le masque, et donc vous l'aurez absorbé. Et après, il se multiplie. D'accord. Et le troisième point? C'est simple, la médecine, c'est très simple. Et le troisième point sur les masques, vous m'avez dit il y a 3 points. Alors le troisième point, c'est que le fait de pas pouvoir changer le masque régulièrement, ça rentre aussi en ligne de compte dans le fait que ça accélère et ça favorise des infections. Et donc du coup baisse de l'immunité et fatigue chronique. Donc le problème, et c'est ça que je voulais dire pour ponctuer le problème des masques, c'est que la deuxième vague, ce sera ça. C'est pour vous la deuxième vague? C'est-à-dire qu'avoir confiné les gens dans un masque pendant tout l'été, parce que ça a commencé depuis le début de l'été, hein, et ben au mois de septembre, octobre, oui, on aura des gens qui auront un système immunitaire défaillant, qui seront fatigués, et donc qui seront affaiblis, qui attraperont tout ce qui passe. D'accord, ça se tient. Donc mais c'est plus ce problème. Alors, un jeune de 20 ans, 20 ou 30 ans, il a moins de... Parce que bon, voilà, il y a la force de l'âge, la jeunesse qui fait que ce système immunitaire, il est vaillant, hein, voilà. Et une personne de 60 ans, moi, ça me fait mal au cœur, hein, de voir des gens de mon âge, voire plus, avec des masques, hein. Ouais. Surtout que nous, faut pas oublier que nous, ici, à Nice, on a les masques dans la rue. Alors là, c'est le comble de l'absurdité. À Paris aussi, ça devient bientôt obligatoire. Je crois que ça passe très bientôt là. Mais c'est le comble de l'absurdité. C'est Kafka en fait. Hein. C'est kafkaïen. Pour vous, les autorités sanitaires prennent systématiquement des décisions qui peuvent favoriser. On l'a vu au moment où nous avions besoin des masques, nous n'avons pas eu de masque. Au moment où les masques pourraient se montrer contre-productifs, ils rendent le masque obligatoire. Oui, alors je ne sais pas, il faudrait qu'ils arrivent à justifier ça sur un plan scientifique. Moi, j'attends toujours les justifications.
D'accord. Donc pour en venir maintenant au test PCR, que pensez-vous de ces tests? Bah, moi, ces tests, pour moi, d'après ce que j'ai compris, bon alors attention, hein, je suis simple médecin, je ne suis pas virologue, voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, ces tests ne sont pas fiables. Disons qu'ils ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que spécifique, on parle de spécificité en médecine quand il y a peu de faux positifs. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de faux positifs. Ouais, je crois qu'on a Faux positifs, c'est-à-dire vous faites le test, vous n'avez pas le Covid. Vous faites le test, vous avez, je sais pas moi, je sais pas, un autre truc, je veux dire n'importe quoi, je veux dire une angine à streptocoque, voilà, classique, angine d'été à streptocoque, bah, vous avez un test PCR positif. on entend parler de chiffres de jusqu'à 70% de faux positifs. C'est ça, c'est 70%. Est-ce que vous C'est énorme. est-ce que vous passeriez un de ces tests si on vous proposait d'en faire un en tant que médecin? Ah non, surtout pas, sûrement pas. Pourquoi? Bah, parce que déjà, il n'est pas fiable. Donc, enfin, je sais pas, tant que j'ai encore quelques neurones qui fonctionnent, je ne peux pas faire un test qui n'est pas fiable. D'accord. Ensuite, le deuxième problème, c'est que c'est un test agressif sur le plan de la pratique, c'est-à-dire qu'on vous enfonce un coton-tige raide, il n'est même pas incurvé, hein, c'est un sous-trait, dans le fond du nasopharynx, pour aller gratter, faire un frottis en fait, hein, il faut un frottis, c'est qui tourne le truc là, les couvillons. Mmh. Et alors, moi franchement, la question simple, alors c'est pareil, j'aimerais bien qu'on me donne une réponse. Pourquoi aller chercher au fin fond du nasopharynx un virus alors qu'on nous dit de porter des masques puisqu'il serait soi-disant dans les postillons? Ouais, Alors pourquoi on ne fait pas un prélèvement de salive? Ouais, c'est un problème que j'ai soulevé aussi récemment, ouais. C'est quand même pas très logique. C'est exact, exact. En plus, il y a des gens qui disent que, bon, alors moi j'ai révisé un peu mon anatomie parce que c'est un peu loin, vous doutez bien. Donc cette zone-là, c'est une zone qui sans doute, quand ils vont gratter là, tout au fond là, Mmh. du nasopharynx, cette zone, elle est sans doute fragile, elle n'est pas très épaisse au niveau osseux. Et si vous voulez, à partir de là, vous vous dites, si jamais les coubillons, il n'est pas propre, parce que je sais pas, il y a eu quand même des gens qui ont dit, là, au Canada, en Angleterre, il y avait des tests qui étaient contaminés. Ouais. Moi, je ne sais que écouter ce que j'ai entendu. Exact. Et donc, si à partir du moment où on dit, bah, peut-être que le truc, le couvillon, bah, est-ce qu'il est vraiment propre? Est-ce qu'il est vraiment stérile? Et s'il ne l'est pas, on va mettre un truc, je ne sais pas quoi, tout au fond là, du nasopharynx, dans une zone qui est sensible, qui n'est pas très épaisse. Vous voyez? Alors, il y a même des gens qui ont été dire, oui, ça pourrait atteindre la barrière hémato-encéphalique. Bah, oui. Moi, je demande à mes médecins, ORL, voilà, qui donnent leur avis. Alors en effet, il y a bien eu des tests contaminés en Angleterre et au Canada. C'est 350 000 tests au Canada et un lot de tests en Angleterre. Et en fait, on n'a toujours pas eu d'explication par rapport à ça. Il n'y a pas d'enquête qui a été ouverte pour nous donner une raison à ces tests contaminés. Donc, c'est censé être fabriqué en milieu stérile. Et là, on se retrouve avec des tests contaminés, avec des lots de tests contaminés. Donc, on aimerait bien avoir une explication par rapport à ça. Comment ont-ils été contaminés? Et c'est des laboratoires qui sont censés les fabriquer. Donc, voilà, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé. En effet, moi non plus, je me refuse à passer ce test. Que pensez-vous du test salivaire? Vous pensez pas que ce serait mieux justement d'utiliser un test salivaire? Bah, à condition qu'il soit fiable et spécifique, c'est toujours le même problème. À quoi vous passez des tests si on n'est pas certain de la spécificité du test? Parce que le problème, c'est que ça alimente ça alimente une crise sanitaire qui devient à un moment donné une crise sanitaire virtuelle. C'est-à-dire, si vous vous basez sur des tests positifs, moi je raisonne, hein, je suis dans le raisonnement.
si vous vous basez sur des tests positifs, qui sont franchement positifs à 70%, pour dire qu'il y a des contaminations, il y a des clusters, enfin en français on dit foyer, hein. Cluster c'est pas français. Ouais, c'est journaliste. Voilà. Donc, donc vous fabriquez de façon artificielle une maladie qui n'existe pas. Et pour vous, c'est ce qui se passe actuellement? Moi, j'attends qu'on prouve le contraire. Moi, je vais croire à ce qui est maladie, vraiment, quand il y aura des malades. Je suis médecin. Il ne faut pas oublier ça. Un médecin, il se base sur les malades. Le test, c'est après. On n'a jamais fait un diagnostic sur un test. On fait un diagnostic sur un malade. Il faut revenir aux fondamentaux. Hein. La médecine, elle existe depuis des millénaires, depuis des siècles. Parlons de la médecine occidentale. C'est pas la seule médecine. Pas d'autre. Et la médecine occidentale, elle se base sur les malades. Elle se base sur la clinique, ce qu'on appelle la clinique. Nous avons en face de vous un malade. Et ça, c'est la démarche de Raoul. Et ça, franchement, là-dessus, je reste, comment dire, j'ai toujours été intéressée par son discours. Parce qu'il n'avait pas un discours de scientifique ou de scientiste. Il a un discours de médecin. Lui, il a soigné des malades, il a vu des malades. Et d'ailleurs, il a dit à ses détracteurs, écoutez, vous avez vu combien de malades? Moi, j'en ai vu tant à Marseille. Voilà. Et ça, personne n'a pu lui dire quoi que ce soit là-dessus. Parce que qu'est-ce que vous voulez reprocher à un médecin de voir des malades? Moi, c'est la première réaction que j'ai eue au début de l'épidémie. Et j'en ai parlé à mes collègues, ils sont où les malades? Ah bon? Ah oui. Les malades ont des symptômes, et là, en fait, on se retrouve avec des gens qui sont testés positifs sans symptômes. Exactement. Alors, dans les tests positifs, il faudrait savoir combien il y a de malades. Puisque les tests ne sont pas fiables. Alors que là, les chiffres qu'on nous donne actuellement ne se basent que sur la positivité des tests. Oui. Et puis, dans la positivité des tests, vous pouvez avoir des gens qui sont porteurs de coronavirus, mais qui vont être asymptomatiques. Il est où le problème? Quand on a tous les virus en nous en étant asymptomatique. Puisqu'on héberge même du streptocoque et du staphylocoque et on est asymptomatique la plupart du temps. Quand on est asymptomatique, on est moins contagieux que quand on a développé des symptômes. Bien sûr. Puisqu'on n'éternue pas, on ne tousse pas, donc je pense qu'on est beaucoup moins contagieux, je me trompe ou? Non, vous ne trompez pas. Quand on est asymptomatique, on est moins contagieux, puisque sans doute si on est asymptomatique, c'est qu'on a un système immunitaire qui est suffisamment opérationnel pour pouvoir bloquer la réplication des virus ou des bactéries. Donc le fait d'être asymptomatique, c'est pas de vous quelqu'un de. C'est pour ça que la question des enfants a été très discutée. Parce que les enfants, ils sont asymptomatiques, donc ils ne sont pas contagieux. Il y a même des médecins américains qui l'ont rappelé très récemment. Hein. D'accord. Docteur, on va terminer cet entretien sur ça, sauf si vous avez encore quelque chose à ajouter. Bon, alors moi, je pense que là, on est dans une situation de deuxième confinement. Ah, vous pensez qu'on... Ça, je l'avais noté. Vous pensez qu'on va aller là vers un deuxième confinement? Non, je dis actuellement, on est dans une situation de deuxième confinement. C'est-à-dire qu'on impose les masques aux gens. D'accord, je comprends. C'est une forme de confinement. Et le fait qu'on impose le masque aux gens, donc comme on a développé là, les effets, on va dire, contre-productifs, et que bon, moi j'attends les détracteurs, des médecins, voilà, qui s'expliquent, mais je pense que beaucoup de médecins ont mon avis. Je pense que si on fait un sondage en France, franchement, bref, sur les médecins, si on fait un sondage des médecins en France, vous ne dites rien. Deuxièmement, je pense qu'on n'aura pas donné la parole aux médecins, c'est ça le problème. Deuxièmement, oui, allez-y, je vous en prie. Deuxièmement, ce confinement, donc, avec les masques, donc, en fait, crée aussi une forme de peur. Et ça, un stress. Que vous êtes obligé de sortir, en plus, maintenant, dans des villes, on vous demande de sortir avec un masque, c'est un stress. Non, stress. Voilà. Donc, le stress n'est pas bon pour le système immunitaire. On sait que ça attaque l'immunité, notamment les lymphocytes T4. Donc là, ceux qui sont particulièrement en jeu dans les syndromes viraux. Alors, il y a une chose sur laquelle je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas parlé, mais c'est très important,
c'est que, à mon avis, et pas les enquêtes épidémiologiques ne l'ont pas fait, mais on le fera peut-être après, hein, quand on va sortir de tout ça. Parce que moi, je pense qu'on va en sortir, je reste très optimiste. Parce que c'est tellement énorme qu'à un moment donné, on va en sortir. Eh bien, d'ailleurs, moi, j'ai vu ce soir, à Nice, la moitié des gens, même dans la journée, la moitié des gens ne portent pas de masque dans la rue. Hein, ça suffit, là. 40 degrés à Londres, vous portez un masque, non mais puis quoi encore? Vous croyez que nos anciens, ils auraient fait ça? Bon, alors il faut garder ce bon sens. Troisièmement, la terreur du virus tueur, là, qui a un taux de létalité très faible. Hein. Mmh. Moi, je ne reprends que les chiffres qui ont été publiés. 0,7% de létalité. Comment on peut faire peur à une population, parlons de chez nous, hein, la France, avec un virus qui tue à 0,7%? Là, il faut m'expliquer. Et qui a tué essentiellement, enfin, à 89% des gens de plus de 65 ans, je crois. Voilà, et qui a tué voilà, les gens de plus de 65 ans, qui étaient fragiles, malades, cancéreux, etc., et à qui on a fait endosser la causalité de Covid, alors qu'ils sont morts de leur mort qui devait les emporter, ou ils sont morts de la grippe, ou c'était, voilà, une forme de grippe, voilà. Donc, le truc, c'est que cette étape 7 là, en été, c'est pas bon du tout, parce que vous l'avez bien compris, le fait de répandre encore la peur, de continuer à entretenir une peur à travers un virus potentiel, et que on met des masques qui abaissent notre immunité et qui nous mettent en état de moindre oxygénation, donc qui sont un stress pour nos organismes, ben, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. En automne, voilà. En automne, les gens ont presque tous des immunités très faibles. Et si à ce moment-là, il y a un retour d'une contamination quelconque, hein, Covid-19 ou autre, on aura beaucoup plus de gens malades à ce moment-là. Ah ben, pour moi, c'est évident. Hein. Puisque, en plus, on empêche les gens de respirer normalement, de se détendre. Bon, moi, je suis pas allée à la plage, parce que si jamais je vais à la plage et que je vois des gens avec le masque sur la plage, je fais un malaise, hein, parce que c'est. Vous comprenez, la médecine, c'est quelque chose qui fait référence au bon sens. Voilà. Et là, on est dans tout sauf le bon sens. Oui, je comprends. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Est-ce que vous avez entendu parler du Rivotril? Oui, alors j'ai entendu parler du Rivotril. C'est navrant. C'est navrant parce que ça a été dénoncé d'ailleurs. Hein, ça a été dénoncé par des médecins. Je crois qu'il y a une action en justice par rapport à ça, il me semble. Hein. Peut-être plus informé que moi là-dessus. Le problème du Rivotril, hein, c'est que c'est toujours pareil. On va faire donc il y a une autorisation par décret, hein, oui. Donc totalement arbitraire. On sait qu'un décret c'est totalement arbitraire. D'ailleurs, il paraît qu'un décret ne se substitue pas à la loi. Hein, c'est l'histoire des masques, parce que le décret des masques, la loi, on n'a pas le droit d'avoir son visage caché dans l'espace public. Donc là, il y a une contradiction. Il y a des avocats qui se sont saisis de cette contradiction. Oui. Et en fait, pour la question de ce que je disais du Rivotril. Le Rivotril, le problème, c'est que, par exemple, dans les EHPAD, si vous avez des personnes âgées qui sont fatiguées parce que elles ont attrapé peut-être une petite bronchite, hein, ou un mauvais rhume, ou alors même une infection urinaire. Hein. Une infection urinaire, ça peut vous donner ce qu'on appelle une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté à bien prendre votre souffle, à bien prendre votre respiration. Et ben voilà, ça va dépendre sur quel médecin vous tombez. Vous allez, on dit, ah tiens, il y a du mal à respirer, tiens, un coup de Rivotril. Alors que si ça se trouve, c'est une infection urinaire qui peut être traitée par antibiotiques, vous voyez. Alors c'est toujours pareil, que ça touche pas les nôtres. Quand on voit que la première contre-indication du Rivotril, c'est de ne pas administrer en cas de trouble ou de détresse respiratoire, on est sous une forme d'euthanasie déguisée là. Oui, mais je dirais même que c'est plus
ça va plus loin que l'euthanasie, puisque dans l'absolu, si on raisonne, l'euthanasie, vous demandez l'avis du patient ou de la famille. Tandis que là, vous demandez l'avis de personne. Là, on est plus sur de l'assassinat alors. Ben, on est sur de l'assassinat, on est sur un crime. D'accord. Absolument. C'est pas de l'euthanasie. L'euthanasie, elle existe en Suisse, elle existe, je sais plus dans quel pays, en Suisse c'est certain. Parce qu'il y a des gens, voilà, qui sont en fin de vie, voilà, il y a des gens, hein, qui veulent, voilà. Et après, ça dépend des points de vue de chacun, hein. Ça, voilà, chacun fait comme il l'entend. On a tous notre libre arbitre. Mais, le problème de l'idéologie, c'est que vous ne demandez pas l'avis du patient, ni de la famille. Et c'est un traitement qui est administré comme un autre, sauf que Ben là, c'est létal, hein, c'est létal, parce que une personne qui a une gêne respiratoire, vous lui faites un coup de ribotril, ciao bonsoir, comme on dit, hein, comme disent les jeunes. D'accord. On est justement en train d'essayer de créer un collectif de médecins pour essayer de dénoncer toutes ces incohérences et tout ce dont on a parlé un petit peu ce soir là. Et je vais vous mettre en contact avec Jean-Pierre Audier, qui est le président de l'association pour la liberté vaccinale. Et voilà, si ça vous intéresse de faire partie de ce collectif de médecins, bah, je vais vous mettre en relation. Ah ben moi je suis intéressée pour rencontrer des confrères qui sont quand même qui s'interrogent par rapport à tout le déroulé de cette crise sanitaire. Et bien sûr, hein, bien au contraire, oui. D'accord. Bah... Ensuite, je voulais juste revenir sur la question très vite de l'hydroxychloroquine. Ah oui. Voilà, l'hydroxychloroquine, parce qu'on l'a quand même évincé un petit peu du débat. Professeur Raoult est quand même monté au créneau par rapport à ça. D'autres, donc, le traitement a été repris, vous savez, hein, je sais que vous êtes bien informé. Il a été utilisé dans beaucoup de pays. Oui. Voilà, donc il a donné des résultats. Il y a même des études, enfin il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui vont dans ce sens de l'efficacité. J'ai encore écouté un témoignage récemment d'un médecin en Israël, hein, un médecin israélien, qui disait qu'effectivement l'hydroxychloroquine associée aux antibiotiques diminuait la gravité, la potentielle gravité évolutive de la maladie, de cette mauvaise grippe, on va dire. Et donc du coup, nous, par contre, c'est pas clair, hein, savoir si on a accès ou pas à l'hydroxychloroquine. Moi, j'ai posé la question à une pharmacienne, elle ne savait pas. Apparemment, récemment, là, ils ont relâché un peu la pression sur l'hydroxychloroquine, mais évidemment, à un moment où il y a très peu de malades. Donc, une fois encore, ça arrive trop tard. Ça arrive quand ce n'est plus nécessaire. On a eu beaucoup de retours aussi par rapport à l'efficacité de la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine de la Chine. On a eu des retours aussi des États-Unis, de l'Italie. Enfin, dans 90 pays à travers le monde ont confirmé que c'était non seulement le traitement le plus efficace, mais 6000 médecins à travers le monde ont confirmé ça. Non seulement le traitement le plus efficace, mais en plus le moins onéreux. Ils ont été obligés de le reconnaître, parce qu'en plus, il y a eu la fameuse fausse étude du Lancet, vous savez. Oui, je suis au courant. Voilà, donc là, de ce côté-là, ils ont dû déposer les armes vis-à-vis de l'hydroxychloroquine, mais ça n'empêche qu'ils ont autorisé la mise sur le marché avec l'indication pour le Covid-19 de remdesivir qui coûte une fortune, hein, ça tout le monde le sait. Bah là, oui, on voit bien en tout cas comment dire, la petite guéguerre entre laboratoires qui veulent imposer leur traitement, alors que l'hydroxychloroquine, je veux dire, c'était démontré. C'est pas le professeur Raoult hein, qui a découvert que. Non, c'est les Chinois, et même c'était déjà utilisé bien avant pour des coronavirus. Raoult, il l'utilisait déjà depuis des lustres hein, par rapport à des infections coronavirus. Hein. C'est pour ça il s'est dit si ça marche avec les autres coronavirus, pourquoi ça ne marcherait pas avec celui-ci? Et donc il a fait ses tests et il a vu que ça fonctionnait. Et, Tout à fait. voilà, c'est comme vous le dites, c'est une science, c'est de la médecine et on se base sur des faits. Absolument. Et en plus, les Chinois avaient déjà laissé passer
la notion qu'effectivement le traitement fonctionnait, parce qu'ils avaient de l'avance, si on peut dire, si on peut parler ainsi, sur nous par rapport à l'épidémie. Et Donc, vous trouvez alors que c'est un hasard le fait que l'hydroxychloroquine ait été classée sur la liste des médicaments vénéneux le 15 janvier? vous savez, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. D'accord. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, comme beaucoup de Français, on aimerait bien avoir des explications qui tiennent la route. Bah, c'est pour ça qu'on essaye de faire ce collectif de médecins pour essayer d'accélérer les choses et surtout de le relier ensuite avec les autres collectifs de médecins qui se sont montés à travers l'Europe et peut-être même ensuite à travers le monde pour enfin obtenir des réponses. Oui, absolument. Et aussi, je voulais, pour une dernière chose, pour conclure, dire qu'il y a beaucoup plus, à mon avis, alors après, c'est que mon avis, hein, mais ça c'est pareil, il faudra essayer de savoir par la suite, quand la vérité va vraiment éclater au grand jour, toutes les vérités, hein, voilà. En fait, à mon avis, il y a plus de malades dus à la crise sanitaire qu'au virus lui-même. Hein. C'est-à-dire que tous les cancéreux pour lesquels le traitement a été retardé, tous les gens qui n'ont pas été opérés, pour lesquels les opérations ont été retardées pendant le confinement, tous les dépressifs, tous les malades dépressifs, et on sait qu'il y en a beaucoup en France, hein, des gens sous psychotropes. Il faut aussi se poser des questions. Pourquoi on est le premier pays à avoir autant de malades sous psychotropes? C'est un problème. Oui. Donc, tous ces malades-là, pendant ce temps-là, ils n'ont pas été pris en charge ou moins bien pris en charge, puisque les médecins de ville, ça serait intéressant d'avoir des témoignages, parce que moi je suis médecin salarié, mais ça serait intéressant d'avoir le témoignage des médecins de ville, à savoir comment leurs visites ont pu être organisées, etc., vu la pression des autorités sanitaires, qui mettaient une pression pas possible sur les conditions d'exercice de la médecine. Moi, je vous ai parlé en mon nom en tant que médecin salarié, mais dans les cabinets, c'était pas triste. Hein. Il y a des médecins qui n'ont pas travaillé pendant cette période-là. D'une part, ils avaient la trouille ils n'avaient pas de maths, ils n'avaient pas de matériel. Il y a des médecins qui ont été touchés hein, par la maladie. Hein. Il y a eu quelques médecins décédés, des infirmières aussi. Hein. Donc ça a été pour le corps médical et soignant, on va dire, ça a été dramatique. Voilà, dramatique sur le plan moral aussi. D'accord. Bon, bah, je vous remercie pour cet entretien. Et puis, comme convenu, je vous mets en relation avec le docteur Jean-Pierre Audier. D'accord, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.